Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Luc Jaudet. Comment vas-tu, Luc? Bah, très très bien, Jean, ravi d'être là. Ravi également de te recevoir. Ça fait déjà un petit moment qu'on voulait t'avoir sur le podcast. On sait que tu as un planning très chargé, donc vraiment merci de nous accorder du temps pour pouvoir participer au podcast de Token Talkers. Alors, Luc, tu fais énormément de choses dans l'écosystème Web3. On va essayer de te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Je pense qu'il y en a très peu, mais au cas où, on va quand même te présenter. Donc, tu es partenaire chez Xange, qui est la société vraiment de capital risque européen actuellement. Tu es également cofondateur de Ariani, qui exploite des passeports de produits numériques et des tokens d'engagement. Tu vas nous expliquer tout ça en profondeur. En tout cas, vraiment impatient d'avoir plus de nouvelles par rapport à tout ce que tu es en train de faire. La première question qui me vient, c'est comment tu en es venu à l'écosystème Web3, qui a été vraiment été ton parcours avant d'arriver dans cet écosystème, parce que j'imagine qu'il y a du travail derrière, ça ne vient pas comme ça avant de faire tout ce que tu as fait, cofondé, etc. Qui est Luc Jaudet? Comment tu en es arrivé à ça? Alors moi, avant de devenir partenaire chez Xange, donc un fonds de venture capital, early stage, moi j'étais entrepreneur pendant 10 ans. Ok, En tant qu'entrepreneur, j'ai un peu comme tout le monde en 2013 entendu parler, découvert Bitcoin. Je veux dire comme beaucoup de grand public, on va dire, parce que Silk Road, parce que on t'expliquait que pour acheter de la drogue sur Internet, il fallait du Bitcoin. C'était vraiment 2013, le moment où c'était la fin de Silk Road. Donc, je vois que j'ai jamais utilisé Silk Road, mais c'est comme ça que j'en ai entendu parler déjà. À la base, et je dis très souvent, en fait, Bitcoin, ça m'intéressait pas. C'était de l'or digital. Je trouvais pas ça très intéressant. C'était pas quelque chose qui, pour un entrepreneur, me semblait être un truc super intéressant. C'était intéressant en tant qu'économiste, un peu. Enfin, j'ai une formation d'économie avant, donc d'accord. intellectuellement, il y a quelque chose d'intéressant, peut-être, et en même temps, c'est très très loin d'être une opportunité en tant qu'entrepreneur. Mon avis a quand même changé sur la blockchain en général quand Ethereum est arrivé, donc en fin 2014, début 2015, et là où tout d'un coup je commence à comprendre cette idée d'avoir une plateforme, vraiment, enfin c'était l'idée d'un ordinateur décentralisé sur lequel tu peux envoyer du code et ce code tournerait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'à la fin jusqu'à ce que la blockchain continue, s'arrête, que moi je fasse quelque chose, que je paye mes factures AWS ou non. Et ça, tout d'un coup, ça devenait quelque chose d'assez fascinant, le concept devenait fascinant. 2015, donc je vois ça encore d'un peu loin. 2016, par contre, je commence à vraiment rentrer dedans, notamment parce qu'à l'époque, j'avais une autre boîte qui était dans les énergies renouvelables, qui est une plateforme de marché pour énergie renouvelable, qui permettait à des grands groupes d'acheter de l'énergie renouvelable, de l'électricité renouvelable, Ok. du photovoltaïque et de l'hydraulique directement à des producteurs. Et une composante clé de ce qu'on faisait, c'était la traçabilité de l'électricité, c'est donc être capable de pouvoir savoir quelle quantité d'électricité, de quelle qualité avait été produite à quel moment. Et il y a un narratif en fait à ce moment-là dans la blockchain, autour de 2016, qui est la traçabilité de l'électricité, c'est une super application pour la blockchain. C'était poussé beaucoup par Consensus et par pas mal d'acteurs de l'époque. Et on commence à me contacter en me disant, mais alors vous faites de la traçabilité de l'électricité, est-ce que vous utilisez la blockchain pour faire ça? Et bien sûr, je dis bah non, mais je commence à creuser un peu plus en profondeur, à essayer de faire des petits tests, à voir ce qui pourrait être fait. Assez rapidement, je me rends compte que c'est une très mauvaise idée en fait, que ce soit pour des raisons réglementaires ou des raisons techniques, ça marche pas. Et toutes les boîtes qui sont lancées à cette époque sur ce sujet ont à un moment pivoté ou ont fait quelque chose d'autre. Et par contre, ça me donne un peu la raison de passer mon temps à vraiment rentrer dans le sujet blockchain. Donc moi, ce que je fais à partir de fin 2016, début 2017, en parallèle de mes activités d'entrepreneur, je joue beaucoup avec les DAO. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Enfin, j'explore le sujet DAO. C'était le moment d'Aragon, notamment à l'époque, alors qui a une mauvaise fin au final, mais qui était quand même un truc assez excitant. Je bosse un petit peu je bosse un peu en parallèle avec eux sur des projets. Et assez rapidement, je me rends quand même compte qu'on est très très loin de, de ce que les DAO soient live. Je continue à être un passionné de DAO et à penser que c'est vraiment un sujet du futur, mais on n'est pas encore
C'est pas encore mature. Donc à l'époque, je regarde ça et se passe bon les ICO bien sûr 2017, mais surtout un moment, arrive, enfin émerge un peu les NFT sur la fin 2017, et le phénomène CryptoKitty notamment. Hem Et c'est à cette époque où j'ai une amie qui s'appelle, Emmanuelle et qui, m'appelle et qui me dit: «Eh au fait, je sais que tu es dans la crypto machin, je commence un truc avec un mec, Fred Montagnon, on voudrait utiliser la blockchain pour le monde du luxe et pour créer des doubles digitaux pour les produits du luxe. Et c'est à ce moment-là que l'aventure Ariani a commencé. Incroyable. OK, donc toi, tu viens pas du tout à la base du secteur vraiment des crypto-monnaies. Tu viens pas forcément à la base du geek parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment geeks et tu as vraiment le parcours qui est un petit peu atypique et c'est incroyable. C'est qu'effectivement, tu t'es intéressé à la blockchain et au Web3 par le Bitcoin comme tout le monde parce que tu es vraiment très, très early, mais vraiment très early parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont aussi early que toi. Mais c'est pas directement, «Oh les cryptos, le trading, je vais gagner de l'argent avec ça». C'est plutôt avec un regard différent. Par exemple, les DAO, par exemple, Ariani, etc. C'est assez fort hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette vision vraiment aussi globale du Web3, aussi early que toi. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même vraiment early. Enfin, early avec une vision aussi globale. Et surtout Ouais, la partie DAO, etc. je sais pas, parce que quand tu es en 2013, moi quand je vois ça de très loin et ça m'intéresse pas. Ouais. 2015 quand j'arrive, quand tu rentres dans la communauté Ethereum, tu te rends compte que, c'est surtout des geeks et surtout des mecs qui sont passionnés par, une espèce d'idée de faire un nouvel internet, Mm. et donc les gens avec qui tu passes ton temps, il y a quand même peu de traders, quoi. Les traders, ils arrivent vraiment fin 2016, début Ouais, 2017, c'est beaucoup de geeks quand, surtout. heu, quand enfin l'Ether, explose, quoi. Parce qu'il faut se rappeler que, bon, oui, la SEO, c'était pas trop mal passé, mais il y avait peu de liquidités. On était, jusqu'à début 2017, enfin, je sais pas, j'ai acheté mes premiers Ethers en 2016, on les achetait à 10 balles, quoi. Et en l'espace de, quelques mois, entre, début 2017 et mi-2017, ça fait x10. Tout d'un coup, il y a plein de gens qui ont gagné de l'argent et se balance les ICO, les machins, qui fait que le côté trading, je pense, vraiment devient énorme. Alors, il y avait toujours du trading sur Bitcoin, hein. C'est-à-dire que le Bitcoin, en centralisé, il y avait toujours beaucoup de choses. Mais le côté trading lié à Ethereum, et vraiment les gens qui achètent et qui vendent des trucs, ça explose vraiment début 2017, quoi, avec Ok. le phénomène ICO. Depuis, c'est bien sûr reste un gros composant de l'EPCM, mais quand tu regardes vraiment 2016, enfin, fallait vraiment être passionné pour rester et s'intéresser à Ethereum, quoi. Ok, bah merci pour l'explication encore plus approfondie. Alors, ça fait déjà un petit moment que tu es dans le Web3, et c'est pas seulement parce que c'est écrit sur ton pull. Tu as un magnifique pull pour les personnes qui nous écoutent en podcast. Regardez la vidéo. Il a un magnifique pull, Luc, qui dit I am in Web3. Magnifique. Tu es spécialiste d'investissement dans le Web3, dans les cryptos. Comment ça se passe pour pouvoir arriver dans ce secteur, se dire, OK, maintenant, avec toute l'expérience que j'ai, je vais accompagner une société comme Xange pour pouvoir justement développer l'investissement avec eux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu actuellement quel est ton rôle et comment ça se passe? Alors, comme je disais, moi j'ai 10 ans d'entrepreneuriat avant d'arriver chez Xange, hein, donc j'étais, Oh, c'est j'ai incroyable. si on peut un background, de financier, on va dire. Enfin, alors j'étais CFO d'Ariani parce que je faisais tout ce qui était le côté compliance et tout le côté, gestion des cryptos et des tokens. Cela étant dit, moi j'arrive, avec ce background plutôt d'entrepreneur, donc d'opérateur de société, et c'est ce que Xange vient chercher. Moi j'ai rencontré, Cyril, qui est le managing partner d'Xange, en 2018 quand on faisait les SEO d'Ariani. Il avait mis un petit ticket dans les SEO, et puis tous les 3 à 6 mois, je lui donnais des updates sur le projet, et puis je lui disais un petit peu ce qui passait aussi dans le monde crypto. Et il y a un moment, fin 2021, enfin, puis surtout à chaque fois, en fait, je l'embêtais un peu en disant mais pourquoi vous lancez pas un fonds crypto? Tous les Américains le font. Pourquoi est-ce que personne en France qui le fait? Et puis finalement, fin 2021, il me dit bon bah on lance un fonds crypto et on cherche quelqu'un qui aurait justement une expertise opérationnelle, pour venir ajouter un peu d'expertise sur le sujet. Génial. Euh, et donc, on passe comme ça, un peu parce que c'est une opportunité. Moi, j'avoue qu'au bout de 5 ans chez Ariani, j'étais content d'avoir fait tous les débuts. J'aimais beaucoup le lancement, mais là, aujourd'hui, Ariani, c'est une entreprise mature. C'est une entreprise qui a un produit qu'elle vend avec des commerciaux auprès
notamment de beaucoup du monde de luxe et de la mode, mais aussi de plus en plus sur d'autres sujets comme l'électroménager ou des choses un peu plus, un peu moins spécialisées dans la mode et le luxe, mais qui devient une entreprise qui roule, quoi. C'est plus une petite start-up, c'est un vrai, des vraies opérations conséquentes. Et c'est vrai que moi, ce qui m'excite le plus, c'est plutôt ce qu'on appelle dans l'investissement le early stage, vraiment le début d'un projet, celui où on essaie de trouver un sujet, on a une idée et on l'amène de 0 à 1, c'est-à-dire il n'y a rien à un premier POC, puis un premier projet pilote, puis un premier client, et puis les premiers clients. Après, quand on commence à être plus dans vraiment l'expertise et l'excellence opérationnelle, je trouvais qu'il y avait des gens qui sont meilleurs, d'ailleurs dans Ariani maintenant, qui ont été embauchés depuis, qui font ça mieux que moi. Et donc, de plus, j'avais l'opportunité d'aller travailler chez Xange pour faire des investissements. Et je suis assez convaincu qu'on a un gros problème en Europe sur l'investissement crypto, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis que ce qu'il y a en Europe. On a déjà un décalage en général sur le capital risque entre l'Europe et les États-Unis, même si l'Europe a énormément développé ses capacités sur les 10 dernières années. Mais sur la crypto, c'est énorme. On est de 1 à 25, là où on est plutôt de 1 à 5 sur le crypto, sur le venture classique. Voilà. Donc, moi, ça me paraissait une bonne opportunité. Ça me paraissait aussi l'endroit sur lequel il y avait un gros manque pour l'écosystème crypto. Et au final, ma passion, c'est le Web3, c'est la crypto, c'est comment pousser ce nouvel Internet. Et je l'ai fait comme entrepreneur pendant un bout de temps. Maintenant, je le fais comme investisseur. Et il n'est pas impossible que je retourne, que je change encore de fonction, toujours dans ce domaine du Web3 et de la crypto, parce que c'est ça qui m'intéresse au final. C'est bien possible avec toutes les compétences que tu as apprises et que tu vas acquérir avec le temps. C'est sûr que tu peux faire tellement de choses. Bon, à un moment, il faut avoir aussi le temps. On a tous le même planning, c'est difficile avec 24 heures dans une journée d'en faire autant qu'on aimerait parfois. Mais déjà là, tu as énormément d'activités et ça doit être vraiment intéressant au quotidien de voir passer des projets, des decks, d'autres éventuellement investisseurs, mais aussi des autres confondeurs comme toi de sociétés, parce qu'à la base, vraiment, tu as cofondé une société. Et puis, de les laisser te guider dans leur expérience, dans leur vision. Parfois, tu y crois, parfois, tu n'y crois pas, parfois, tu y crois, mais pas pour le moment. Ça, c'est vraiment très intéressant. Comment ça se passe quand justement tu reçois un deck? J'imagine que tu dois en recevoir tous les jours. Tu te donnes un objectif de faire un investissement par mois ou par an. Tu te donnes l'objectif d'en analyser 10 par jour. Quel est un petit peu le rythme qui se passe actuellement et comment vous pouvez, quel est le processus? Bon, ça sera peut-être une deuxième question, mais quel est le processus d'analyse que vous mettez en place justement pour tous les produits que vous avez? Parce que je ne sais pas combien vous êtes dans la société, mais avec tous les decks que vous devez recevoir, c'est difficile de vraiment passer le temps idéal sur tous les decks. Ouais. Alors, c'est une question vaste. Et je vais essayer de le prendre point par point. La première chose, c'est Xange, son positionnement, c'est ce qu'on appelle être un lead investor. C'est-à-dire vraiment de prendre la majorité d'un tour. C'est si vous avez cherché à lever des fonds quand vous êtes une startup, c'est le lead investor, c'est celui qui est le plus dur à avoir parce que, et ça je l'ai vécu avec mes sociétés par le passé. On a très souvent beaucoup de gens qui disent si tu as un lead, je te mets 200 000 balles, 500 000 balles, des 50 000 balles, des tickets un peu plus petits, mais des tickets qui permettent qui aident, mais ces investisseurs sont ce qu'on appelle des follow, des gens qui suivent, et ils veulent qu'il y ait un lead, donc un leader, qui mette le plus gros bout du tour et qui surtout fasse tout ce qu'on appelle les due diligence, c'est-à-dire vraiment le travail de vérifier que la boîte fait bien ce qu'elle dit, et de l'autre côté, mettre une valorisation sur la société. Et ça, donc, il y a beaucoup plus de follow que de lead en général. Et les leads, donc ça, Xange se classe définitivement dans on aime leader les tours, on aime mettre les premiers fonds dans les sociétés. Ce qui veut dire aussi qu'on concentre un peu plus nos investissements, puisque ça nous prend beaucoup plus de temps de passer d'une promesse d'investissement à un investissement. Xange fait une douzaine d'investissements par an.
Donc, tout C'est énorme. Xange. Pas juste moi, hein, c'est tout Xange, c'est une douzaine d'investissements, donc c'est à peu près un par mois. Et moi, je suis une petite partie de ça pour la crypto. Donc, dans la crypto, on fait 2 ou 3 investissements lead par an, Ok. au max. Et donc, faut bien se rappeler que voilà, on n'est pas un fonds qui met plein de petits tickets partout. On fait pas un ticket par semaine. C'est vraiment plutôt un ticket par mois. C'est très concentré, Et effectivement. c'est très concentré, c'est relativement concentré. On a une certaine diversification, hein, parce qu'un fonds fait grosso modo 25 investissements et un fonds déploie ses fonds sur 4 ans. Les 2 premières années, grosso modo, c'est les premiers tickets. Donc, on fait, tu vois, si tu fais 25 investissements sur 2 ans, ça fait une douzaine d'investissements. Donc, assez concentré, mais avec un niveau de diversification qui est suffisant, mais c'est définitivement pas ce qu'on appelle un spray and pray. C'est pas quelque chose où on envoie des petits tickets un peu partout, et puis on espère qu'il y en ait un qui fasse quelque chose d'exceptionnel. On choisit vraiment de manière très précise nos investissements, et on investit de manière assez conséquente dans ces projets. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce qui fait que déjà, de base, je ne veux pas faire énormément d'investissements par an, hein. Donc, moi, en perso, si je fais 2 investissements par an, c'est beaucoup. Donc après, sur le processus de sélection des projets, nous, on reçoit tout Xange, on reçoit à peu près 3000 deals par an. Ah ouais, Donc, ça fait beaucoup de. ça peut... Voilà. Alors après, on a une équipe en tout d'une quinzaine d'investisseurs, hein, enfin, ouais, à peu près une quinzaine d'investisseurs. Donc, on a quand même un peu de monde, hein, qui est pour regarder. Sur ces 3000, il y a 3 catégories. Il y a à peu près 2700 qui sont de l'inbound, c'est-à-dire vraiment des decks qui nous sont envoyés via email, LinkedIn, site web. Ça fait énormément, ça fait le plus gros du du truc. Donc, ça en général, on a des traitements un peu automatisés ou avec des juniors qui vont essayer de faire un premier tri. Donc, si vous envoyez un deck via LinkedIn, via l'email, via notre site, il est vrai qu'il y a c'est pas nécessairement un partenaire qui va le voir tout de suite, et pas sûr qu'un partenaire le voit du tout. En général, on va avoir une première sélection juste parce qu'on n'a pas le temps de regarder Ouais, 2700 c'est clair. decks dans l'année. Et ni même de les regarder bien, en fait. C'est surtout ça le problème. On pourrait regarder en 10 secondes et faire juste ça toute ma journée, mais ça serait pas très utile. Et en général, ces 2700 deals inbound, c'est une minorité de nos investissements. C'est 1 ou 2 investissements par an. Donc, tu vois, c'est énormément de volume et très peu d'investissements. Ah Sur ouais. les 300 qui restent, il y a à peu près 2 catégories. Il y a une catégorie, on va dire, alors c'est que des chiffres un peu, les grandes masses, hein. À peu près 250, c'est du referral, c'est-à-dire vraiment des soit un entrepreneur qu'on connaît, soit un autre fonds, Le tu vois, un réseau. fonds. Nous, on fait on fait un petit peu de seed, surtout de la série A, un peu de série B. Et donc, on a des fonds de pré-seed ou de seed qui viennent nous voir, hey, j'ai un super deal, tu devrais regarder, ils vont relever, il faudrait que tu y ailles. Donc, de la recommandation ou d'un entrepreneur ou de quelqu'un qu'on connaît, donc le réseau. Et ça fait, on va dire, le plus gros de nos investissements. C'est des choses qui nous sont renvoyées par ces gens qu'on connaît et qui sont un premier filtre, en fait. C'est la même chose qu'un junior chez nous. C'est le premier filtre qui nous permet de dire, bon, là, on a quand même quelque chose qui vaut le coup de regarder. Donc, c'est près de Ouais, parce que 250 deals c'est par an. Ouais, 250 deals qui viennent d'une personne que tu connais déjà, qui est de ton réseau, et voilà, c'est des personnes de confiance. C'est pour ça que tu arrives plus facilement à être ouvert sur exactement. ce genre de produit. C'est ça. Ok. Et la dernière cinquantaine qu'on regarde, là, c'est ce qu'on appelle vraiment de l'outbound, c'est-à-dire que c'est nous qui allons proactivement parler Ah oui. à l'entrepreneur, parce qu'on a repéré que et ça, en général, c'est les deals les plus, enfin, c'est entre guillemets les meilleurs deals, surtout les deals les plus qui sont les plus recherchés, et donc on y va parce qu'on sait qu'ils vont pas nécessairement venir tout de suite vers nous, ou juste parce qu'on essaie de les avoir en avance de phase. Ah oui. La meilleure manière de choper l'entrepreneur au bon moment, c'est encore aller le voir quand il a pas encore décidé de lever. Ok. Et d'essayer de travailler avec lui pour dire: «Bon, bah, tu vas avoir besoin de lever dans 6, 9, 12 mois. Commençons à bosser ensemble pour préparer un tour».
Et ça, Et doubler la il faut, concurrence un petit peu. voilà, alors qu'il faut savoir que c'est difficile pour les entrepreneurs enfin, il y a la compétition pour les entrepreneurs pour avoir des VC, et puis il y a aussi toute une catégorie de deals où c'est la compétition entre VC pour avoir le deal. Et là, c'est qui peut rentrer, et donc ça, tu as très souvent besoin voilà, d'être proactif sur le sujet et d'aller au contact de l'entrepreneur, parce que en fait, c'est l'entrepreneur qui va choisir son VC plutôt que le contraire. C'est très intéressant de voir un peu l'envers du décor parce qu'effectivement, bon, dans les gens qui vont nous écouter, il y a pas beaucoup d'investisseurs. Alors pas d'investisseurs aussi gros que toi. Il y a peut-être des business angels, mais je pense pas qu'il y a autant de gros VC. Donc la plupart des gens qui nous écoutent, c'est soit déjà d'autres cofondateurs, soit des gens qui sont dans l'écosystème Web3 Mmh. et qui partent du principe qu'à partir du moment où ils ont une bonne idée, et vraiment juste une bonne idée sans même un deck, un business plan, ils vont forcément trouver un investisseur pour trouver des fonds. Et là, on se rend compte de l'envers du décor, de se dire, bah voilà, par exemple, toi, c'est à peu près 1 pour 1000. Il y a 3000 dossiers, à peu près 3%, peut-être allez, 6 pour, ouais, 3 Ouais, pour 1 1000 à pour peu près. 500, allez, ouais, 1 pour 1 500, pour ce qui 500, est ouais, très 1 très pour peu, 300. ce qui est vraiment vraiment très très peu. Et donc c'est là où on se rend compte vraiment de la compétition qu'il y a même entre aussi les entrepreneurs et puis de l'autre côté les Mmh. investisseurs. Tu disais que tu investissais en seed. Quels sont en général, et des fois série A, série B, quels sont en général les tickets minimum et maximum que vous investissez Alors, dans une boîte? nous, on met des tickets jusqu'à 12 millions. Donc Ok. ce sera des tours. Donc en général, quand on met un ticket de 10 millions, on prend la moitié du tour à peu près. Donc ce sera des tours qui font jusqu'à 20 millions. Ce qui veut dire que grosso modo, sur des séries A, hein, je parle, hein, on va aller jusqu'à enfin, le plus haut qu'on peut aller, c'est vraiment des vélos de 100 millions. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Token Talker. C'est vraiment un plaisir. Je vais prendre 45 secondes de votre temps pour vous présenter notre sponsor, la société Aria. Aria Crypto, c'est en fait un centre de commande qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour investir dans les cryptos. La société elle a été fondée par Jonathan et Anastasia, qui sont les co-CEO d'Aria. Ils ont eu pour idée tout simplement de faire une agence algorithmique pour mettre des notes sur les cryptos. Grâce à eux, vous allez combler tout simplement vos lacunes en matière d'accessibilité aux informations et d'évaluation des risques dans le secteur des crypto-monnaies. Avec plus de 35 mesures, ils analysent les cryptos dont la capitalisation dépasse les 500 millions de dollars. Grâce à eux, vous allez rester informé en temps réel des développements du marché, des risques que vous allez pouvoir prendre dans le secteur, et vous allez pouvoir adapter vos stratégies d'information grâce à leur IA. N'hésitez pas à explorer leur tableau de bord, créer votre premier portfolio avec Aria et bien sûr, restez connecté. Après, sur des séries B, donc ça, c'est parce qu'on est en lead. Sur des séries B, Ouais. on ne serait pas en lead nécessairement. Et sur ça, on mettra des tickets qui peuvent aller jusqu'à 10-12 millions. Mais alors, toute la question est à avoir avec la quantité de concentration qu'on peut avoir sur un deal. Le métier du VC, c'est de faire des sélections à chaque tour. Donc, quand on met un ticket de seed, donc disons qu'on investit dans une dizaine de boîtes seed, on s'attend à ce que à peu près la moitié on vienne nous revoir et qu'on remette un investissement en série A. Et donc, on réinvestisse dans la société. Donc, quand on met de l'argent une première fois, on s'attend à, si ça marche bien, à remettre de l'argent après, puis en série B, à remettre encore de l'argent. Donc, on s'attend à mettre de l'argent plusieurs fois dans une société, dans les meilleures sociétés, bien sûr, et donc de concentrer nos investissements de plus en plus sur les quelques meilleurs investissements. C'est toujours enfin, tout le processus du VC, c'est un processus de sélection jusqu'à ce que tu aies le maximum d'argent possible dans la meilleure boîte ou les meilleures boîtes de ton portfolio. Donc des tickets jusqu'à 12 millions. On n'a pas de ticket minimum, mais grosso modo, pour un fonds comme nous, en dessous de 500 000, ça ne vaut pas le coup de prendre le temps de faire le process. Ok. Il peut nous arriver de mettre des plus petits tickets, justement, où là, on sera en follow, on ne serait pas nécessairement en lead, sur des sujets qui nous intéressent, parce qu'on veut avoir un pied dans la porte, quoi. Enfin, on veut être sur la cap table pour pouvoir être un peu en amorce de phase sur le prochain tour de financement. Mais grosso modo, c'est ça, c'est de 500 000 à 12 millions, c'est à peu près ça le ratio. Eh bah, dis donc, ça fait quand même une sacrée fourchette. Ça fait quand même une sacrée fourchette et ça fait effectivement potentiellement beaucoup, beaucoup de produits à regarder. Quels sont justement les process que vous mettez en place pour analyser? Donc, tu disais qu'on peut envoyer le dossier. Donc, je suis un investisseur, enfin plutôt, je suis un entrepreneur, je veux envoyer mon deck à Xange, donc Mmh. Xange, pardon, je l'envoie directement
sur le site internet. Et puis là, donc là, il y a des juniors qui vont traiter. Puis après, il faut quelles sont les étapes qui vont arriver après. Vous organisez des calls avec les fondateurs et quelle est à peu près la Ouais. durée entre le moment où on envoie un dossier, le moment où on a une réponse positive ou négative et potentiellement le délai que vous mettez avant de faire vos premiers investissements. Donc là, c'est très variable, et ça peut vraiment Ok, dépendre du moment, intéressant. comment les choses se passent. C'est pas nécessairement notre degré d'intérêt, c'est plutôt, à quelle vitesse l'entrepreneur veut bouger et à quelle vitesse il peut bouger aussi, quoi. Le plus rapide qu'on ait pu faire, c'est, de l'ordre de 10 jours. C'est-à-dire que ça peut aller très, très rapidement. Ah ouais, quand Ouais, même. ouais, c'est donc entre eux, vraiment un peu le 1er call, parce que on est dans une période où, ils ont déjà il y a d'autres fonds qui sont en train de se qui sont en train sur des dossiers compétitifs, il faut aller vite, et l'entrepreneur essaie de bouger vite. Donc, ils ont d'autres Mmh. offres. Toi, tu fais ton offre aussi et à un moment, il va choisir une offre. Donc il faut de toute façon, comme je disais, si l'entrepreneur veut aller vite, on ira vite. Dans ces cas où, il a du choix dans les VC. Après, en général, ça prend quand même on se donne quand même beaucoup plus de temps que ça. On essaie quand même de faire donc on va avoir disons que votre deck a été lu, que ça nous intéresse, qu'on rentre en contact, on va faire un premier call déjà avec juste un partenaire et un junior. Et ça, c'est un peu un call de présentation. Vous faites un premier pitch. Si le premier pitch nous intéresse, nous, on va commencer à creuser, notamment, commencer à faire des appels avec avec ce qu'on appelle des calls de due deal, donc des gens de Ouais. ton secteur, pour essayer de comprendre un peu plus, parce qu'on connaît pas on n'a pas la prétention de comprendre tous les business models et tous les projets parfaitement. Donc on essaie quand même de trouver des gens qui sont un peu plus experts sur ce sujet particulier, pour nous donner un avis, qu'est-ce qu'ils pensent. Puis si les choses se passent bien, en général, on aura au moins un autre call, une autre rencontre. Et si les choses se passent très bien, nous, on va passer. Donc, nous, en interne, quand on fait un premier call comme ça, on présente un one-pager un peu à toute l'équipe, pour dire voilà, on regarde ce deal, c'est intéressant. On fait nos due deal. On fera en général un deuxième call. Et puis, si vraiment on est content, on va écrire une note ce qu'on appelle une note sur le projet. Et on va organiser. Une management présentation, ce qu'on appelle une management press, donc une présentation à toute l'équipe d'investisseurs, donc une quinzaine d'investisseurs qui est chez Exchange, et donc tu vas présenter à toute l'équipe d'investissement qui va donner un avis consultatif. Ok. Et si chez nous, si l'avis consultatif est positif, et c'est un avis, c'est une moyenne, hein, c'est pas dans ce cas-là, ça passe en IC. L'IC, c'est vraiment tous les partenaires, et donc l'IC, c'est l'investment committee, donc comité d'investissement. Et donc c'est tous les partenaires. Et chez nous, le partnership, alors ça dépend vraiment des fonds, mais chez nous, pour avoir un investissement, il faut qu'il y ait une majorité qui soit pour. Donc pareil, on reste à la majorité. Il y a des fonds qui fonctionnent différemment, qui veulent l'unanimité, par exemple. Qui disent il faut qu'il y ait personne qui soit contre, tout le monde soit pour qu'on fasse l'investissement. Et donc et puis à partir de là, donc ça nous amène à on veut faire l'investissement, on va te faire une offre. Et donc on te fait une offre. Et comme je disais, ça peut se passer très très rapidement, ça peut prendre 10 jours. Ouais. Parce que c'est vrai que la décision d'investissement, ça prend 10 jours pour qu'on fasse une offre, quoi. Comme ça peut prendre plusieurs semaines, voire un mois, en fonction un peu de la volonté entrepreneur de bouger et de la nécessité de bouger vite. Ouais, sûrement aussi de la complexité du deal, ouais. Et de la complexité du deal. Après, notre boulot, c'est très souvent d'analyser des choses complexes rapidement parce que c'est juste Le métier qui le veut marché ça. qui oblige. Voilà. Mmh. Une fois qu'on a fait donc cette offre, donc ce qu'on appelle une term sheet, hein, dans le métier, là, il peut y avoir une négociation ou pas avec l'entrepreneur, et l'entrepreneur doit se décider est-ce qu'il prend l'offre ou pas. Et Ok. s'il prend l'offre, dans ce cas-là, on a 30 jours de due deal et pour finaliser le deal. Donc là, c'est là où les avocats, en fait, chaque côté prend des avocats pour finaliser le deal. Et normalement, on a 30 jours pour signer, envoyer les fonds. Et voilà. Donc, de 10 jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour arriver à term sheet. Après, de term sheet à signature et cash sur le compte, quoi, qui est un peu le truc important aussi, c'est 30 jours. C'est quand même assez rapide avec tout le travail qu'il y a à faire, c'est quand même assez rapide. On voit que c'est des process qui sont très bien organisés. Ouais, Après, c'est une gymnastique, à force d'en faire tous les jours, forcément, ça va plus vite, mais c'est on voit que c'est c'est assez vraiment bien organisé. rapide.
C'est assez rapide et ça marche bien pour la série A, ça marche bien pour le seed. C'est pour ça que pour le pré-seed, très souvent, on fait pas ce processus formel, on fait ce qu'on appelle enfin, ce qu'ils appellent aux US les SAFE, mais ce qu'on appelle en France les BSAR, qui est un équivalent, Ouais. et qui te permettent de ne pas avoir cette discussion sur la valorisation, sur toutes ces choses un peu compliquées qui prennent du temps, et de dire on remettra ça à plus tard et on fait donc une note convertible, donc c'est de la dette. Et ça te permet d'aller, une fois que tu as fait la terme, enfin, de grosso modo arriver et dire bon, on veut investir, boum, je te mets de l'argent et on passe tous les 30 jours de due deal, de négociation. Ça, ce sera fait au tour prochain. Et ça, c'est Ok. pour du pré-seed. Ça se fera pas, enfin, très difficile à faire en seed ou en série A, même si ça se fait de temps en temps d'avoir des notes convertibles. Mais pour le pré-seed, c'est assez classique parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à aller vérifier puisqu'on est au tout début. Et ça permet de bouger beaucoup plus vite parce que quand tu commences un projet, l'important, c'est de bouger vite. Ouais, puis après, faire la bagarre entre les fondateurs qui ont leur propre valo, toi qui as une propre valo, puis comme il n'y a peut-être pas encore de CA assez important ou même de propriété intellectuelle, etc., pour pouvoir analyser le dossier, effectivement, Bien sûr. de mettre ça à la fois d'après, c'est assez intéressant. Donc, Précide, c'est aussi quelque chose que tu analyses. Alors, pré-seed, non. Pré-seed, ce serait plutôt des trucs que je fais en perso. Ah oui, Donc, trop bien. en tant qu'angel. On fait pas de pré-seed chez Xange, définitivement pas. Mais enfin, c'est vraiment pas le sujet. On fait un petit peu de seed. Mais sur du pré-seed, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai qu'Xange, je fais pas de pré-seed. D'accord. Quel est le pourcentage en général moyen quand vous faites une rentrée comme ça, vous achetez donc des actions, quel est le pourcentage? C'est un maximum de 30%, 25%? Et Ouais. vous avez un minimum aussi sur lequel vous voulez pas être en dessous ou au-dessus? Alors, ça dépend vraiment encore une fois des fonds. Donc il y a quelques règles qui sont plus des règles d'heuristique. Donc la raison pour laquelle en général on dilue de 20% sur les tours, c'est ça, hein, la moyenne, hein, c'est 20%, entre 15 et 25%, D'accord, grosso modo, c'est ça. La raison pour laquelle ça, c'est pas parce que c'est le bon, enfin, de toute façon, quand tu es au début d'un projet, même en série A, tu sais très bien que le prix que tu payes, c'est pas la vraie valo fondamentale de la boîte. Tu es en train d'investir et de faire un pari sur surtout l'équipe l'avenir. et le fait qu'ils soient au bon endroit au bon moment et qu'ils aient un début de traction et un début de quelque chose. Mais le gros truc, c'est de garder l'équipe motivée. Et donc la raison pour laquelle on fait 20% de dilution, c'est que comme on sait que quand tu commences tu vas faire plusieurs tours de financement sur lesquels tu vas te diluer à chaque fois pour qu'au moment où on arrive, enfin, une fois que tu arrives à l'IPO, enfin à l'exit, quoi, qui est un peu le moment quand même que tout le monde attend, tu veux que les tours de dilution successifs qui peuvent être 5, 6 ou 7, quoi, enfin, grosso modo, en moyenne, tu as 6 tours de dilution pour arriver jusqu'à ton exit. Et il faut que à chaque fois, on te retire 20% de ton stack, quoi. Ouais, Et donc, il faut que quand tu arrives à cet exit, tu aies encore un montant qui soit suffisamment motivant. Et donc, si je te prends 20% à chaque fois que tu avais commencé avec, je sais pas, vous êtes deux fondateurs, vous avez 50% de la boîte, si je te prends 20% chacun, tu termines grosso modo avec 10% de la boîte chacun quand tu arrives à la IPO, enfin, ou à l'exit, quoi. Et tu as encore l'impression d'avoir un bel exit devant toi. Si je te prends ok. Si je te prends 90% à chaque fois, tu vas terminer avec des cacahuètes à la fin du truc. Et à un moment, tu vas Et dire, c'est pas attends, motivant. ça sert à rien que je fasse tout ça. De toute façon, c'est les VC qui prennent tout. Donc, le chiffre de 20%, c'est un chiffre qui est plutôt une heuristique. Hein, c'est pas une science précise, mais c'est vraiment dans l'esprit de diluer suffisamment pour que nous, on ait quand même des billes, quoi, parce qu'on veut quand même prendre une part de la boîte pour pouvoir faire un retour sur investissement. C'est clair. Mais ne pas trop diluer les entrepreneurs, parce que sinon, ils perdent toute motivation, parce qu'ils disent, bah, en fait, ça sert à rien, j'ai que dalle comme equity dans cette boîte. Donc ça, c'est l'heuristique du 20%. Elle est là pour que nous, alors bien sûr, on va essayer d'en prendre le plus possible, mais on ne veut pas en prendre trop, parce que sinon, ça démotive les entrepreneurs. Après, nous, notre but, alors Xange, et ça, c'est vraiment nous, plutôt ce qu'on fait nous, on essaye d'avoir à peu près 10%, enfin, on essaie de garder 10% de la boîte. Enfin, c'est ça on va avoir entre 5 et 10% de la boîte. C'est ça, grosso modo,
ce qu'on essaie d'avoir. Si on peut avoir plus, on est très content. Si on a moins, bah, on essaie de ne pas avoir moins, quoi. Mais le grosso modo, Ok. c'est essayer de rester entre 5 et 10%. Ça reste jusqu'à l'exit, quoi. Ça, c'est notre but. D'accord. Et justement, tu parlais d'exit. C'est quoi votre exit stratégie? C'est je rentre dans un projet, je reste 1 an, je reste 7 ans. C'est plutôt du long terme, c'est plutôt du court terme. Je pense que ça dépend aussi des projets, mais peut-être la moyenne, quelle est votre Ouais, vision par ouais, rapport à exit? alors, le venture early stage, c'est, enfin, donc le capital risque, quand on rentre des seed ou la série A, c'est quelque chose où on s'attend à ce qu'on ne sortira pas avant 7 à 10 ans, quoi. C'est donc le temps à l'exit, c'est du premier investissement à l'exit, c'est 7 à 10 ans. Ça peut être beaucoup plus long aussi, hein. Mais il y a 2 semaines, on a annoncé la revente, enfin qu'on avait finalement fait l'exit total de Believe parce que ça a été racheté par un fonds de private equity. Nicolas, qui est un managing partner chez nous, qui avait fait le premier investissement, avait investi en 2007. Donc Ah on oui, a quand même. fait 2007, exit 2024. Donc tu vois, 17 ans quand même d'histoire. Donc C'est il y énorme. a des deals qui peuvent durer très très longtemps. Et qui sont d'une très belle réussite. Hein. Believe, c'est une billion-dollar compagnie, c'est une boîte absolument exceptionnelle sur laquelle on est rentré dès le seed, c'est une super histoire, mais tu vois, c'est super long. Et donc le temps, nous, on sait que un fonds de capital risque, c'est constitué pour durer 10 ans. C'est-à-dire que quand je prends de l'argent Oui. quand mes investisseurs, ce qu'on appelle les LP, les investisseurs qui investissent dans des fonds, me donnent de l'argent, ils savent que moi, je leur rendrai pas, que je clôturerai le fonds et je leur rendrai tout leur argent à 10 ans. En plus, c'est même pas vraiment 10 ans parce que dans les faits, on a des extensions. Et en général, les fonds, la durée de vie moyenne d'un fonds, c'est 14 ans, jusqu'à ce qu'il soit D'accord. complètement fermé. C'est pas pour autant qu'ils ne revoient pas beaucoup de leur cash avant, hein, parce que on leur renvoie les produits des ventes au cours de l'eau. Et donc, si tu fais 25 investissements, il y en aura qui vont être un exit un peu plus tôt, au bout de 5 ans, d'autres qui vont être un exit au bout de 7 ans, 8 ans, 9 ans, et puis tu auras des cas comme Believe où c'est 17 ans, quoi. Mais en moyenne, on s'attend à rester dans un deal entre 7 et 10 ans. Donc, définitivement sur le long terme. Effectivement, ouais. 7 et 10 ans, c'est assez conséquent. Et souvent, on a peur. On entend souvent parler des jeunes entrepreneurs qui disent: ah, mais avec les investisseurs, j'ai peur, ils vont me prendre 50% de ma boîte. En fait, non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, c'est justement, vous voulez pas prendre trop de parts, vous voulez accompagner l'entrepreneur et pas tout simplement le doubler. Et souvent, c'est vrai que Mm. les gens ont peur et c'est vraiment bien que tu prennes le pas d'expliquer, de dire: bah non, écoutez, nous, notre objectif, c'est maximum 20% parce que sinon, on sait que vous ne serez pas intéressé et pas motivé encore à Alors, développer votre à, boîte. à terme, on prendra 80% de ta boîte, hein, c'est sûr. Non, je veux dire, je veux dire, pas nous Xange, mais les investisseurs, parce Les que quand investisseurs, tu rajoutes, mais tu veux pas le prendre dès le début. Si je te prends 50% dès le début, oui, c'est problématique. Parce que ça veut dire que à la fin, c'est pas 10% qui va te rester, c'est 0,1%. ouais. Et tu te sens. Parce que dans la dilution, tu as plein de trucs qui diluent. Hein. Tu as à la fois les taux d'investissement, Mhm. mais tu as aussi tout ce qui est l'intéressement pour les employés, qui est génial. Les Oui, BSPCE, c'est super. Mais il faut penser que, grosso modo, tu gardes à peu près 10%, un pool de 10% pour ça. Donc, tu rajoutes ça à ta dilution aussi. Donc, tu as quand même beaucoup de facteurs qui font que tu as les investisseurs qui en prennent, tu as les employés aussi un peu. Et donc, de toute façon, tu vas distribuer du capital. Et c'est important, c'est nécessaire, c'est très bien. Il ne faut pas être attaché trop à son capital. Il faut en garder mais c'est bien distribué parce que ça fidélise les gens et ça met vraiment les gens dans le même mouvement. C'est-à-dire que tout le monde va vers le fait que ce capital se valorise. Et ça me semble extrêmement important. Donc, distribuer du capital à vos employés, c'est important. Faites que tout le monde ait l'impression d'être dans le bateau et de tous profiter, pas au même niveau, mais de tous profiter quand même. Ça me paraît très important. Ça étant dit, ok. tu as quand même des montants qu'il faut essayer de respecter pour que on garde la motivation de l'entrepreneur jusqu'au bout du projet. D'accord. Bah, très, très intéressant. Comme toujours, tout ce que tu dis, c'est vraiment très pertinent. Je me pose une question. Tu parles de projet. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous faites. Donc, toi, tu es spécialisé dans la partie Web3. Vous avez d'autres parties, enfin, d'autres personnes qui analysent d'autres styles de Bien sûr. projets. Dans la partie Web3, tu analyses tous les projets ou il y a des projets sur lesquels tu regardes pas du tout ou sur lesquels il y en a d'autres où tu es absolument dedans?
Alors, les projets dans lesquels on va investir, en général, on va m'amener sur tous les projets Web3 crypto, même quand il y a un autre même quand il y a un autre investisseur qui ramène un deal, qui dit: «Tiens, il y a ça», en général, on va me ramener dessus parce qu'on va vouloir mon expertise. D'accord. Donc il y a pas vraiment de deal crypto où je suis pas impliqué. Après, je suis pas nécessairement le lead sur tous les deals. C'est vrai qu'il y a des deals où il y a c'est un autre investisseur qui a rencontré, l'entrepreneur et donc qui prend le lead sur le sujet. Ok. Ok, super clair. Super clair. Est-ce qu'on peut venir un petit peu sur le sujet d'Ariani? On sait que tu as cofondé ça, c'est ton cœur d'activité, c'est là où tu as commencé ton monde d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision derrière Ariani quand tu l'as cofondé et comment actuellement ça Mmh. s'intègre justement dans l'écosystème Web3? Qu'est-ce que tu as fait pour développer cette partie? Alors comme je disais, le fin 2017, grosso modo, on voit ce phénomène NFT qui est assez intéressant, qui est, notamment, les CryptoKitties, et on trouve ça très intéressant sur le papier parce qu'on n'arrêtait pas de parler que de finances et autres et là, ça faisait un peu un nouveau sujet et la question donc avec mes cofondateurs, c'était, comment est-ce qu'on utilise cette techno hem, pour une application qui est un peu plus grand public que juste le petit monde des geeks qui s'amusent à s'échanger des CryptoKitties. Et donc, alors pour différentes raisons. Un petit peu parce que on était tous, moi j'étais en Suisse, mes cofondateurs étaient entre New York, Paris, Bruxelles. On avait tous un peu des contacts avec le monde du luxe parce que c'est quand même une industrie une industrie très forte dans ces différentes villes ou ça en fait en pays. Et aussi un peu parce qu'on voyait un parallèle entre le côté rareté numérique et rareté physique. Enfin, c'est le chief digital officer euh, de Gucci qui disait ça. Il disait le NFT et le luxe, c'est la même chose. C'est la créativité, c'est l'exclusivité et c'est la communauté. Et donc on voyait, nous aussi, on voyait un truc qui était intéressant et on s'est dit comment est-ce qu'on peut utiliser ce NFT. Et le gros truc pour nous, c'était surtout on a des produits physiques, mais ces produits physiques en fait sont pas vraiment ont pas ont pas d'existence dans le monde digital. Quand j'ai une montre Rolex au poignet, je peux prendre une photo avec sur Instagram et en même temps, tu sais pas si c'est une vraie montre, tu sais pas si je la possède vraiment, t'as pas vraiment d'historique d'où cette montre va. Donc, tu as juste une espèce de photo qui est pas un vrai rapport avec le monde digital. Donc, créer un pendant digital, donc vraiment, nous paraissait un truc qui permet de dire, bah voilà, ça c'est la montre qui est sur cette photo, nous semblait super intéressant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à Ariani. C'était vraiment avec cette idée on veut pouvoir amener des produits physiques dans le monde digital. Ok, ok. Donc là, on voit vraiment la vision parce que c'est vrai qu'à l'époque, comme tu le disais, c'était surtout des images. Enfin voilà, les NFT, ça servait pas forcément à grand-chose. Et toi, tu as réussi à dire, OK, moi maintenant, l'objectif, c'est d'authentifier un petit peu ces produits, notamment les produits du secteur du luxe, et d'apporter vraiment une vision globale par rapport à ça. Et du coup, tu as réussi à révolutionner un petit peu l'authentification, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, tu as réussi à apporter pour ces produits du luxe vraiment un genre de certificat d'authenticité sur la propriété du produit. Donc, c'est un petit peu ça, si je comprends bien. Alors, tout le truc pour nous, c'est de pouvoir prouver en ligne que tu possèdes un vrai produit. On n'est pas en train d'essayer Ah ouais. de dire, si tu viens avec ton passeport digital Ariani et une montre, et tu me dis, regarde, j'ai le passeport digital, ça prouve que c'est une vraie montre, c'est pas ce qu'on promet. Parce que la réalité, c'est que le lien entre le passeport digital et le produit physique là, il est très très difficile à prouver. Et on a essayé Ok. plein de technos, il y a plein de trucs possibles, il n'y a rien de parfait et donc c'est trop dangereux de te dire avec ton passeport digital, tu prouves que tu as une vraie montre au poignet. Par contre, ce que tu prouves avec ton passeport digital, c'est que tu possèdes une vraie montre. Et ça, c'est Mmh. déjà super Pour la important. revente, Donc, tellement. comment ça alors, bah, pour la revente, un peu, mais comme je te disais, quand je t'amène mon passeport digital et une montre, ça veut pas nécessairement dire que c'est une vraie montre. Et les faussaires sont excellents, hein, sur ce sujet. Il y avait, notamment sur les Ok. montres, comme il y a en général sur des montres de très haut standing, il y a des
points de certification sur. Il y a trois bouts spécifiques, enfin, il y a trois composants spécifiques une montre, c'est le cadran, le boîtier et le mouvement. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast de Token Talkers. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre sponsor NetClub qui a été fondé par Laurent Chébeau en décembre 2021. NetClub, en fait, se consacre tout simplement à l'éducation financière et à la culture financière. On sait que c'est vraiment un des enjeux cruciaux en France car 80% des gens ne sont pas éduqués financièrement. Donc, leur mission, c'est tout simple. Grâce à la plateforme et au contenu éducatif qu'ils mettent en place, ils ont pour objectif que vous soyez indépendant financièrement, que vous puissiez tout simplement réduire vos dépenses, gérer des revenus complémentaires et investir intelligemment. NetClub, en fait, c'est vraiment un couteau suisse où vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Vous avez également une communauté bienveillante avec 550 membres. Vous avez aussi plus de 400 événements qui ont été organisés durant les 2 dernières années. Donc, en gros, NetClub, c'est quoi? C'est prenez en main vos finances, accéder à des outils pour faire des économies, gagner des revenus complémentaires, faites fructifier votre argent, tout ça, pour préparer votre avenir financier avec sérénité. Si vous voulez plus d'informations sur NetClub, je vous invite à nous contacter ou aller sur le site qui est écrit en commentaire ou dans le lien de la vidéo. Bien sûr, on est là pour vous répondre et un podcast a été tourné il n'y a pas très longtemps avec Laurent Chébeau, le fondateur de NEC. À très vite. Et il y a en général un marqueur d'authenticité sur chacun des trois. Et donc, ce que font les faussaires qui font vraiment des très belles copies, c'est qu'ils prennent une vraie montre, ils achètent une vraie montre, ils en font une où il y a le vrai boîtier, une où il y a le vrai cadre, et une où il y a le vrai mouvement. Et puis quand ils viennent te la vendre, bah, celle avec le vrai boîtier, ils te montrent, regarde sur le boîtier, ça montre que c'est une vraie. Celle où il y a aussi le vrai mouvement, et tu regardes sur le mouvement, ça dit que c'est une vraie. Donc, c'est très très difficile après de faire ce lien physique digital parfaitement. Donc nous, on n'est pas un certificat d'authenticité pour te prouver que la montre que tu as dans tes mains est la vraie. Et par contre, donc on continue à penser qu'il faut des experts qui vont regarder la montre et qui savent ce qu'est une vraie montre. Par contre, nous, ce qu'on nous permet de dire, c'est quand tu achètes une vraie montre, quand tu veux rejoindre un club VIP, notamment, t'as des clubs de collectionneurs de montres, et ben, Totalement. tu peux t'enregistrer automatiquement en disant, bah voilà, je montre que je suis vraiment un possesseur d'une de ces montres ou de plusieurs des montres de cette marque. On avait ce problème avec un de nos clients montres très, très haut de gamme qui disait, bah, mon club VIP, en fait, le problème, c'est que j'ai plus de membres que de montres en circulation. Et Avec donc, les en fait, ce qui clients. se passait, c'était que pour rentrer dans le club, tout ce qu'il y avait à faire, c'était des prénoms, noms, email, et puis numéro de série gravé sur le dos de ta montre. Sauf que Ah tu oui. vas sur n'importe quel site de revente de montres, et puis bah, tu trouves un numéro de série d'une montre qui est photographiée. Et donc, ils avaient des numéros de série qui avaient 50 différents membres. Et donc, le pouvoir. Et puis, ce qui est intéressant en plus avec le NFT, c'est que quand tu revends ta montre, eh ben, tu perds aussi la propriété du NFT, donc tu perds aussi ton accès au club. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre de montrer en ligne que tu possèdes vraiment cet objet dans la vraie vie. Et moi, une blague que je faisais souvent à l'époque, c'était bah, regardez tous ces mecs sur Instagram qui se prennent en photo sur des Ferrari. Tu pourrais leur demander, avec un certificat Argani, tu pourrais leur demander si, Ah, attends, c'est une excuse-moi. loc ou c'est vraiment la tienne. Ah. Ah, c'est vraiment bien fait parce que du coup, ça permet en gros de faire comme une carte de membre, tout simplement, mais une Exactement. carte de membre vraiment authentifiée qui permet de dire oui, j'ai une carte de membre à tel endroit, mais parce que je suis réellement un propriétaire de quelque chose. Et ça, c'est vraiment la force. Et c'est très intéressant parce on voit très peu de sociétés qui sont actives comme ça. Et vraiment, heureusement qu'il y a la tienne parce que ça permet vraiment d'avoir ce passeport qui permet voilà, de prouver. Et je pense que du coup, tu as tellement de demandes aussi en permanence. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur. Parce que j'imagine que. Est-ce que tu as deux cœurs d'activité, deux cœurs de clients, c'est-à-dire bah, le B2B qui sont les sociétés qui viennent te voir en disant voilà, je voudrais justement développer mon système d'authenticité. Et puis, est-ce que tu as aussi les clients comme B2C qui sont eux les utilisateurs de tes certificats qui vont aussi te contacter pour développer. Tu n'en as que un, tu as les deux, comment ça fonctionne? Non, alors, Ariani, c'est vraiment une société B2B. Et donc, Trop bien. on bosse vraiment avec les marques. Et donc, on est là Trop bien. pour accompagner les marques pour créer ces passeports digitaux qui sont des NFT sur une blockchain publique.
Donc, on ne travaille pas avec le client final. On a eu des contacts avec les clients finaux, on dit, bien sûr, mais nous, on passe toujours par la marque. On considère que Ok. l'autorité sur un produit, c'est la marque. Ce qui pose des questions parfois sur, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire quand on veut authentifier un produit dont la société a disparu. Ouais. Et ben, c'est vrai que ça devient une vraie question donc, ou sur des cas d'art, par exemple, qui est l'autorité qui émet le certificat d'authenticité d'une œuvre d'art. Donc, on fait pas d'art et aujourd'hui, on fait pas non plus de produits de sociétés qui auraient disparu. Ouais, sinon c'est un petit peu compliqué. Comment toi tu vois sur la vision actuelle du web 3, comment tu penses justement que le web 3 avec, Ariani, et cetera, comment tu vois que le web 3 est en train de se développer, en train d'être utilisé tous les jours par les utilisateurs? Il y a des gens qui trouvent que ça grandit bien, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu lent. Quelle est toi ta vision, toi qui es là depuis très longtemps, encore beaucoup plus longtemps que la moyenne des gens? Comment tu vois cette évolution? Est-ce que tu la vois exponentielle, saine? Est-ce que tu penses qu'on est vraiment qu'au début ou elle a déjà bien grandi? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton avis par rapport à ça? Bon, déjà, entre 2017 et aujourd'hui, ça a beaucoup, enfin, c'est passé de quasiment rien à quelque chose. Donc, Ouais, je c'est veux vrai. dire, l'évolution a quand même été énorme par rapport à là où on a commencé. Après, ça va toujours trop lentement. C'est-à-dire que OK. moi, enfin, aujourd'hui, donc Ariani, c'est aujourd'hui 2 millions, un peu plus de 2 millions de produits qui ont Waouh, c'est été, énorme. tokenisés. Donc avec des marques comme, Breitling, Panerai, Lacoste, Moncler, Yves Saint Laurent, Waouh, des vins aussi comme Pape Clément. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup bravo. de produits. On a, plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Donc on commence à avoir des chiffres qui sont pas négligeables. Pas Après, dégueu, c'est sûr. Bravo, vraiment voilà, bravo. bon, après, la réalité des choses, c'est que, tout ce qu'on attend, c'est que, il y a 1 milliard d'utilisateurs. Aujourd'hui, il est vrai que le web 3, tous les jours, il y a pas 1 milliard d'utilisateurs. Cela étant dit, quand internet il y a 20 ans, tu es peut-être un peu trop jeune pour t'en Mmh. rappeler, mais, il y avait pas 1 milliard d'utilisateurs non plus. C'est des choses qui se développent petit à petit, puis en fait, il y a des moments d'accélération. Donc, on est tous un peu à parier que ce moment d'accélération, il arrive là, il est vraiment dans pas longtemps et que notamment avec des évolutions technologiques comme, le contract abstraction, Ouais. on va avoir des wallets qui sont extrêmement faciles à utiliser pour n'importe qui et de la même manière que tu es pas en train de régler, ton TCP/IP, quand tu te connectes à Mmh. internet ou, tes adresses SMTP, POP pour prendre tes emails. Tu as juste, l'application, tu appuies, ça marche. On va avoir de plus en plus d'applications où, tu appuies, ça marche, mais derrière les assets qui bougent, c'est-à-dire les titres de propriété, que ce soit pour une montre ou que ce soit pour un actif financier, ce sera fait sur des rails qui sont de la blockchain. Et tu t'en rendras même pas compte, mais tu auras un wallet, tu signeras avec un wallet sans vraiment t'en rendre compte. C'est déjà ce qu'on fait avec Ariani, et je pense que ça va se faire de plus en plus et qu'on va l'avoir de plus en plus dans le monde. Après, la question c'est est-ce que ça se fait dans 6 mois, dans 2 ans, Ouais. dans 5 ans? Et ça, c'est une question assez importante quand même pour ce que je fais, pour l'investissement, parce que même si on reste 7 à 10 ans dans un projet, en fait, la réalité, c'est qu'on a besoin d'être Est-ce qu'il aurait un peu en explosé? appro Ouais. on a besoin d'être un peu en avance de phase, mais pas trop en avance de phase. Donc, il faut que pour nous, il faut que ce hockey stick, il arrive dans les 3 à 5 ans. Il faut pas qu'il arrive dans Mmh. 10 ans. Dans 10 ans, ce sera trop tard pour nous. Mais moi, je suis assez convaincu qu'on est justement là en train de et tu le vois avec tout ce qui se passe dans la finance notamment, un petit peu moins dans le web 3 en ce moment, mais ça va revenir. Mais dans la finance, c'est fascinant de voir à quel point les acteurs traditionnels comme BlackRock sont en train de mettre des rails, blockchain, derrière leurs produits. C'est C'est assez clair. fascinant. C'est clair. Effectivement, si tu rentres dans un produit qui va exploser dans 10 ans, mais que tu restes dedans, 10 ans, c'est sûr que c'est pas viable pour toi, c'est pas Mais non, mais intéressant. c'est juste un problème de temporalité, hein, pour moi, encore une fois. Je dois rendre moi, Ouais, je prends de l'argent, le 1er jour et je dois le rendre 10 ans plus tard, ouais, donc tu dois rendre des grosso comptes et modo tu dois ouais, et donc je peux pas rester dans un projet, heu, plus que 7-10 ans. Enfin, c'est vraiment, même si c'est une c'est clair. moyenne, en fait, ça reste vraiment le but, c'est de pas rester dans un projet beaucoup plus que 7 ou 8 ans.
Juste avant, tu parlais de BlackRock, justement. Donc, on voit que BlackRock est Mmh. assez présent actuellement. Donc, bah, voilà, il est dans les ETF Bitcoin. Il est à fond sur la tokenisation. En tout cas, il en parle de plus en plus actuellement. Toi, tu es aussi sur la tokenisation, pas des titres financiers comme eux, mais d'autres choses. Donc, tu es quand même un expert aussi du domaine. Comment tu vois euh, quel est ton œil par rapport à ça, des géants comme BlackRock qui arrivent? Est-ce que tu vois ça d'un bon œil ou est-ce que tu trouves que c'est peut-être pas les bonnes personnes pour l'écosystème Web3? Il y en a qui en ont peur, il y en a Mmh. qui trouvent que c'est une bonne chose. Peut-être que toi, c'est un avis partagé. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Xange, on investit à la fois dans la DeFi et dans les real world assets et dans le monde Ok, et dans des applications plus appelées consumer ou industrielles. Donc, on est sur les deux tableaux, on regarde les deux, donc on investit dans les deux. Maintenant, qu'est-ce que sur le côté BlackRock? Alors, c'est vrai que j'entends beaucoup de gens dire ah, c'est la fin de la crypto. Non, non, c'est naturel pour toute technologie qui est adoptée que les acteurs historiques l'adoptent. Et moi, je vois l'adoption de BlackRock comme une très bonne chose. Je vois l'ETF Bitcoin comme une très bonne chose. Je vois trop bien. l'adoption, enfin, la création du Beedle, c'est une très bonne chose. C'est le fait que ta technologie devient grand public et est en train d'être adoptée. C'est ça, c'est tout ce que ça veut dire. Et de toute façon, si ton but, c'est que ta technologie soit adoptée, elle sera adoptée par tout le monde. Et le fait de voir arriver des acteurs elle sera adoptée par les acteurs traditionnels. Et le fait de voir arriver les acteurs traditionnels, ça veut dire que ta technologie est adoptée. Et donc c'est pour ça que parfois j'ai un peu du mal à comprendre en fait, tous ces gens qui disent waouh, on veut que nos technos soient adoptés, mais ah non, non, mais il faut pas que ces gens-là ils l'adoptent. Il faut que tout le monde l'adopte, sauf les gens que j'ai pas envie qu'ils l'adoptent. Et ça se fera pas. C'est ta technologie, si elle touche enfin son public, elle devient mainstream, enfin, elle sera adoptée par tout le monde, même des gens que tu n'as pas envie d'avoir utilisé. Et donc pour moi, c'est une très bonne chose qu'ils arrivent. Est-ce que j'ai un respect pour BlackRock en tant qu'institution? Est-ce que je pense que est-ce que c'est des gens qui sont crypto natifs et qui n'ont que des bonnes intentions? Non, probablement pas. Enfin, eux, leur seule intention, c'est de gagner de l'argent, hein. C'est ça l'intention de BlackRock. Donc, ils font pas ça. Je pense pas qu'ils fassent ça pour des raisons philosophiques. Alors que c'est vrai qu'un certain nombre de gens qui sont dans ce secteur depuis plus longtemps le font plutôt pour des raisons philosophiques. Mais c'est pas grave. L'important, Hmm. c'est qu'ils adoptent la technologie. Ouais, totalement. Mais on ne peut pas choisir les personnes qui ont un intérêt sur une technologie. Et quand tu sais que la technologie est en train d'exploser, il faut bien te Mhm. douter que ça va intéresser beaucoup de gens. Et c'est parce que ça intéresse aussi beaucoup de gens que ça permet de rendre ton produit et la technologie populaire. Parce que si effectivement elle reste que dans le monde des geeks, elle va jamais être populaire et c'est pas non plus ce que tout le monde veut. Les gens veulent que le Web3 se développe, évolue et pour ça, il faut vraiment des gros acteurs aussi qui arrivent dedans Mhm. et qui permettent aussi peut-être de rendre la technologie et le Web3 plus populaire. Parce que sinon, t'entends toujours parler, et toi qui es là depuis encore plus longtemps que moi, t'entends parler de Web3 comme scam, comme arnaque, comme crypto, comme Ponzi, etc. Alors que c'est pas du tout ça, tu le sais très bien. Enfin, c'est un écosystème qui est géant, il y a plein, plein, plein de choses dedans. Il y a des gens qui font des choses incroyables et il y a un petit pourcentage qui font beaucoup de bêtises. Et effectivement, il faut aussi des grands qui arrivent et des géants qui arrivent et qui se positionnent, qui montrent que c'est pas qu'un milieu un petit peu particulier. Justement, quand on parle de potentiel arnaque, de choses comme ça, on sait qu'il y a un organisme qui est très important en France, qui est l'AMF, qui est là aussi pour contrôler, réguler ce genre d'activité. Euh, avec Xange, vous êtes présent dans plusieurs pays, notamment en France. Comment toi, qui es basé avec le bureau de Paris, comment toi tu juges l'importance justement de l'AMF et comment ça peut influencer ta stratégie d'investissement? Est-ce que c'est important qu'il y ait des approbations de l'AMF sur certains projets ou pas? Est-ce que ça influence ou pas ta stratégie? Ouais, alors le régulateur financier, il a un rôle, il est utile, et bien sûr qu'on travaille avec lui, et sous son contrôle. Ouais, Pour moi, alors mon interaction avec l'AMF, elle a été surtout parce que moi, enfin, quand je suis arrivé chez Xange, j'ai voulu qu'on fasse du token. On fait pas une majorité de token, on fait une minorité de token, mais on veut pouvoir prendre des expositions en token. Ce qui, à date, était permis par la loi Pacte de 2019, mais l'AMF n'avait jamais donné son tampon
pour autoriser un fonds à investir en token utilitaire. C'est vraiment le sujet qui m'intéresse. Pas security token, dans ce qu'on fait de early stage, security token, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, vraiment de pouvoir investir dans du token utilitaire. Et donc ça, on a travaillé avec l'AMF, et donc on a réussi à avoir, on était le premier fonds en France en juin de l'année dernière, à recevoir le tampon de l'AMF qui nous permet d'investir, l'autorisation de l'AMF d'investir en token utilitaire. Bravo. Donc ça c'était quelque chose d'important pour moi, parce que même si je pense pas que tous les investissements seront en token dans le futur, je pense que l'equity a encore une très belle place. L'equity, c'est très bien, ça marche très bien. Il y a plein de projets qui ont pas besoin de token et qui ont juste besoin d'equity, et c'est tant mieux. Notre plus belle perf dans la crypto, c'est on a l'idée le seed de Ledger en 2014. Donc ça fait 10 ans qu'on est dans Ledger, et il n'y a pas besoin de token, ils ont que de l'equity, ça se passe très bien, et on a fait une super perf dessus, et il n'y a pas de raison d'avoir un token sur ça. Et pourtant, c'est une belle boîte crypto, un leader en France, même un leader mondial. Donc, encore une fois, pas toujours besoin de token, mais il y a des cas où il y a besoin d'un token, et où le token vraiment permet de faire des choses que l'equity n'a pas permis de faire. C'est-à-dire dans le sens où un protocole comme Ethereum, si tu mets une boîte derrière avec de l'equity, bah, ça marche pas. Il faut que la création de valeur soit gérée par quelque chose d'autre, et que les flux de valeur soient gérés par quelque chose d'autre que de l'equity, qui est lié à un État et qui est lié à une société, et donc qui peut pas rentrer dans le côté technologique, dans le côté protocolaire qu'Ethereum permet. Donc c'était le gros sujet pour nous avec l'AMF. Après, l'AMF, donc pour être régulé, on montre, mais bon, ça on le fait déjà sur l'equity depuis 20 ans. On montre les due deals qu'on fait, on vérifie ils sont là pour vérifier qu'on investit bien l'argent et qu'on ne fasse pas d'énormes erreurs, qu'on communique bien nos valorisations et la manière dont on valorise le portefeuille auprès de nos investisseurs. Parce que comme nous, comme on nous donne de l'argent et tu ne peux pas le sortir au bout de pendant quasiment 10 ans, on a quand même des investisseurs qui ont envie de savoir tous les ans, à peu près, nous, tous les 3 mois, c'est quoi la valorisation de ce que j'ai mis chez toi, quoi. J'ai mis, je sais pas, j'ai mis 1 million d'euros. Bon, on est en année 5, j'ai bien compris qu'il fallait encore un peu de temps avant que tu fasses des exits, mais ce million d'euros, il est devenu quoi depuis, quoi. Et donc là, tu peux dire, bon, j'ai des parts dans des boîtes, des machins, et puis mettre une valorisation et dire, bah oui, mais ça vaut énormément, ça vaut des milliards. Oui, bon, en fait, des startups, on a des valorisations qui sont un peu plus... il y a des méthodes de valorisation qui permettent de dire, bon, cette startup, en fait, on a mis 1 million, celle-là, bon, en fait, elle va aller au tapis, donc ça vaut plus rien, mais celle-là, c'est Ledger, et donc là, on est sur du x50 au bout de 5 ans, et te donner un peu une ordre d'idée. C'est un vrai chiffre, ça, x50? La perf chez... Si c'est public. Sur Ledger, chez Xange, c'est date, je crois que c'est x80. Mais non. Sur Ledger, ouais. Bah, on est le seed de Ledger en 2014, c'était une valorisation à 7 millions d'euros. Incroyable. Bravo. Ouais, mais après, c'est le. Alors, bravo surtout aux entrepreneurs qui ont fait un super boulot. Et après, c'est le métier. C'est-à-dire que c'est aller chercher des perfs comme ça. C'est ça qu'on essaie de faire tous les jours. En sachant qu'il y a des taux de perte en ligne. Grosso modo, nous, on considère que ce qu'on a dans nos stats, c'est à peu près 30% de nos boîtes, elles vont au tapis. C'est-à-dire qu'elles déposent le bilan. Donc 30%, tu as mis de l'argent dans la boîte et tu récupères 0. Après, sur les 70% qui restent, tu en as... sur les 7 qui restent, 7 sur 10, tu en as 5 qui doublent ton argent, ce qui, sur 10 ans, grosso modo, dire, t'as pas fait d'argent. Juste, elles te rendent ton argent ou elles font un x2. Et après, sur les 2 qui restent, il y en a qui font du x8, x10, x12. Et puis, tu as quelques perles. On en a quelques-unes dans le portefeuille, on n'a pas non plus énormément. Il y a quelques perles comme Ledger qui font du x4. C'est fou parce que souvent, on voit que là, les analyses, elles sont bonnes de ton côté. Parce que souvent, on entend parler dans l'écosystème Web3, startup, que 90-95% des sociétés vont faire faillite.
4% vont faire break-even et 1% va vraiment exploser. Et toi, tu as réussi à diminuer les 90% de potentielles sociétés qui vont faire faillite à 30%, ce qui montre vraiment le bonne analyse que tu as avant de rentrer dans un projet, parce que tu n'as pas Alors, autant d'échecs que la moyenne. il y a deux choses. Il y a on a un peu moins d'échecs que la moyenne. Il y a aussi le fait qu'on rentre, comme je te dis, un seed série A. Ouais, Seed série A, on a déjà un peu des risqués. C'est-à-dire que si tu rentres en pré-seed, définitivement, 9 boîtes sur 10, ouais, elles vont, c'est encore pire. elles vont aller au tapis, quoi. Quand tu rentres en seed, tu es peut-être plutôt sur du 50-50. Ouais, Et quand tu rentres en série A, tu es déjà plutôt sur, voilà, enfin, tu es plutôt proche de nos chiffres. Enfin, un ok. peu moins, peut-être du 40%, on va dire, quoi. On a quand même un taux de casse qui est plus faible que si tu mettais de manière aveugle, quoi. Mais dans l'absolu, il y a aussi le fait que plus tu rentres tard sur un projet, plus il est dérisqué, si tu veux. Donc, Ok. quand tu rentres en série A, c'est un peu moins risqué qu'entrer en seed, et quand tu rentres en série B, un peu moins risqué qu'entrer en série A, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi ça, le plus tard tu rentres dans le projet, le moins tu Moi, prends tu de risques. prends de risque quelque part. Ouais, Mm. oui, c'est vrai. C'est Le plus vrai. cher tu payes J'avais pas aussi en ça. général, hein. Donc les multiples sont aussi moins forts quand tu rentres plus tard, parce que quand tu rentres à une valo de 7 millions comme Ledger, c'est vrai que pour faire un x100, tu vois, pour que la boîte fasse un x100, tu montes à 700 millions. Quand tu rentres sur une boîte à une valo d'1 milliard, pour faire un x100, il faut que ça devienne un espèce d'énorme mastodonte qui pèse 100 milliards. Il n'y a pas énormément de C'est pas boîtes tous qui les arrivent jours. à. Voilà, exactement. Ouais, c'est sûr. Toi qui as vraiment une vision globale de l'écosystème Web3, qui voit des projets et des decks arriver tous les jours, sur quel secteur d'activité actuellement ou quel domaine spécifique dans le Web3 tu as un petit peu l'œil actuellement? Quel domaine tu vois émerger peut-être actuellement ou dans le futur? Quels sont les domaines spécifiques où actuellement tu penses qu'il y a vraiment un avenir? Alors, il y a ce dans quoi on va nous investir, ce dans quoi Xange va investir, c'est-à-dire en série A, c'est-à-dire des projets qui sont un peu plus avancés quand même. Donc, il y a un Mhm. certain degré de maturité. Et après, les trucs émergents, plus que moi, je vais regarder, on va dire, en précis, en perso, quoi. Donc, je vais En faire les VA, ouais. deux. Sur ce que Xange regarde vraiment aujourd'hui, c'est beaucoup d'infra financières, c'est-à-dire les rails Ok. vraiment pour réinventer. Donc, c'est Real World Asset, tokenisation de Real World Asset. C'est le gros sujet qu'on regarde. C'est aujourd'hui celui qui a le. Donc, tu vois, je suis pas en train de te sortir un truc que tu n'as pas entendu, qui va te surprendre, mais c'est là où on voit des projets matures, dignes de série A. On continue à regarder le côté plus, on va dire, le consumer et application B2B industrielle, du NFT, de l'authentification, enfin un peu ce que fait Ariani par exemple. Mais Mhm. là en ce moment, on est encore un peu frileux. On sent que ça pêche un petit peu. Mais je pense que ça va revenir, notamment avec il y a un gros trou d'air en fait en 2023 avec FTX, quoi. Et là, je pense que et puis parce que tout le monde s'est un peu trop emballé sur les NFT en 2022. C'est vrai. Mais là, on commence à voir un retour des corpos sur le sujet de corpos non financiers sur le sujet Web3. Donc ça, c'est les deux gros trucs qu'on regarde. Application industrielle et surtout application financière real world asset. Après moi, en perso, en précide, le gros truc que je regarde, et ça sera plutôt pour des investissements Xange dans 3-4 ans en série A, c'est tout ce qui est decentralized social, quoi. Decentralized social, je ne sais pas si vous êtes sur Farcaster ou sur Lens, mais il y a un moment, il y a un truc qui commence à se passer, Ah ouais? tu sens que ça commence à percoler, quoi. On en parle tout le temps. Je me rappelle de ce réseau social en 2017 qui s'appelait, ça y est, j'ai oublié. C'était un des tout premiers, Dan Larimer qui avait lancé ça. Swell, qui était un peu un Twitter avec des tokens machin. Bon, ça avait fait poum poum. Ça n'avait pas marché des masses. Et là, tu commences à sentir des choses qui commencent à prendre, quoi. C'est assez. Enfin, encore une fois, si vous n'êtes pas sur Farcaster, je vous encourage à vous créer un compte.
Ils sont Ok. passés de 10 000 utilisateurs au milieu de l'année dernière. En un an, ils sont passés de 10 000 utilisateurs à 500 000 utilisateurs. Et ils ont à peu près Ah oui. 50 000 daily active users. Donc, on est encore au début, quoi. Mais il y a un truc, que ce soit Farcaster, que ce soit Lens, on commence à sentir des applications qui font sens. USV vient de faire des gros investissements, notamment sur Paragraph et sur Kiosk. USV étant Unisquare Venture, qui est le fonds qui a fait le site de Twitter, et qui Ah oui. a construit sa réputation au début sur Twitter, après qui a fait des super invests. Hein. C'est eux qui ont fait aussi le site de Coinbase, ils ont fait Facebook, ils ont fait c'est un des meilleurs fonds early stage au monde. Et là, ils sont en train d'investir de manière assez conséquente dans le decentralized social. Et donc, Ok. donc ça, c'est le truc qui m'intéresse en ce moment. Ces sujets decentralized social, mais encore une fois, c'est pas quelque chose dans lequel Xange va investir dans C'est à titre perso, j'ai vu. Ce sera à titre perso. Alors après, c'est assez classique hein, dans le venture justement, tu sais que l'argent que tu investis pour tes LP, c'est dans une certaine thèse qui est un peu plus tard, qui est un peu dérisquée, et toi en perso, tu vas aller tester les trucs et rentrer un peu plus tôt parce que le sujet t'intéresse surtout. Enfin, la réalité des investisseurs, c'est que on est tous des passionnés de la technologie dans laquelle on investit, C'est clair. et C'est donc clair. on le fait Et tu un baignes peu pour le. dedans. Voilà, on le fait. Donc quand on fait un ticket de seed, on le fait un petit peu pour le côté financier professionnel, et on le fait aussi beaucoup juste par passion, quoi, parce que c'est ce qu'on aime faire. Et ça peut arriver que toi, tu rentres comme business angel dans une société en pré-seed et qu'après, ça soit toi avec la société, avec Xange, que tu rentres dedans, mais en phase de seed ou série A. Ouais. C'est déjà arrivé? Alors c'est possible, c'est rare. De toute façon, comme on fait peu Ouais, d'investissement, c'est rare hein, que ça se passe, mais c'est ouais. possible. Ok. Et au-delà de... Alors, on a des règles sur comment ça se fait. C'est-à-dire que, grosso modo, on va rentrer en seed. Si vraiment Xange rentre après, on revendra nos parts at cost à Xange. Ok. Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement le meilleur deal pour le fondateur, pour l'investisseur hein, qui a fait le truc, mais en même temps, tu es toujours, toi, intéressé par la perf, parce que le système le système d'investissement, hein, dans une rémunération dans le venture, c'est ce qu'on appelle une prime à la performance. On prend 20% Ok. des performances d'investissement. Des résultats. Ok. Donc amener un bon deal, de toute façon, ça te revient euh, même si tu as un petit peu perdu sur le ticket de pré-seed. Après, Parce que tu es obligé de plus revendre que... tes parts au prix que tu les as payées, du coup. Ouais, c'est ça, c'est la règle qu'on s'est mis nous en interne. Après, tous les fonds fonctionnent pas comme ça, mais nous, c'est comme ça qu'on Ok. fait. Ce qui est un peu dur, mais en même temps, ce qui fait sens. Ouais. Euh, Ouais, ouais. Après, au-delà de vraiment faire un investissement avec Xange plus tard, le sujet, il est même un peu au-delà. C'est quand tu fais un ticket de pré-seed, et ça, je pense qu'il faut que tout le monde s'en rende compte, tu as 95% de chances de perdre ton argent. Hein. Mhm. C'est classique. Mais tu as 100% de chances de te faire une super relation avec un entrepreneur qui a de très grandes chances, il est bon, d'être un repeat entrepreneur. Ouais, c'est Planter une boîte, tous les bons entrepreneurs qui ont réussi en fait l'ont fait avant. Et tu verras. Et ce que tu veux, c'est surtout créer une relation avec un entrepreneur. Et donc ton ticket de pré-seed, il est aussi là pour investir dans un entrepreneur qui, bon, peut-être que ce ne sera pas cette boîte-là, mais peut-être que la boîte prochaine où il va rejoindre un projet qui marche, et tu as une entrée Mhm. dans la boîte dans laquelle il faut investir et qui est compétitive. Et donc c'est aussi ça que tu achètes en mettant le ticket de pré-seed, hein, c'est aussi une relation avec un entrepreneur. Ouais, quelque part, ouais, c'est être en avance avec cet entrepreneur parce que, comme tu le disais juste avant, à un moment donné, la boîte, elle est tellement petite que tu n'investis pas forcément dans une boîte qui a été créée avec un MVP ou ce genre de choses, mais en fait, tu es là plutôt pour investir dans l'entrepreneur ou les cofondateurs et dans leur vision plus en eux-mêmes que vraiment sur ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, Tu parlais vraiment de la partie Ledger et c'est très intéressant de voir ce que vous avez réussi à faire avec Ledger. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de projets, notamment dans le Web3, que vous avez, qui sont dans votre portefeuille, qui sont passionnants, qui sont bien sûr des projets qui sont non confidentiels, qu'on peut parler? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont aussi Ouais. des réussites comme Ledger? Alors, des réussites comme Ledger, pas encore, mais des trucs un peu Oui. plus tôt. Moi, j'aime beaucoup Request Finance, qui est une solution de facturation on-chain.
D'accord. dans lequel on a investi il y a 1 an et demi à peu près. On a fait un super on est dans le portfolio d'Ogami aussi. Alors Ah cool. c'est encore en construction, mais là, sur les 3 derniers mois, ils ont montré justement, une quantité d'utilisateurs sur leur petit jeu, assez ahurissante. Donc, on regarde ça de près. Donc il y a vraiment une super croissance. On a aussi investi dans Carbonable, et ça, c'est aussi une volonté de montrer qu'on peut utiliser la blockchain pour des raisons, enfin pour améliorer l'environnement, enfin pour le climat. Et ils utilisent vraiment la blockchain pour faire toute la traçabilité des gestions de projets, de reforestation. Et donc voilà, ça c'est parmi les deals qui me plaisent le plus dans notre portfolio. D'accord, bah, merci d'avoir partagé. Effectivement, il y en a qu'on a déjà entendu, sur la chaîne, notamment d'Ogami. On a reçu Bilal qui est incroyable et qui fait partie de l'écosystème. Je pense que tu le connais très bien et Mmh. effectivement, il y a des très, très beaux produits. Vraiment félicitations à vous parce que ça doit pas être facile tous les jours vraiment voilà, de trouver des produits, d'analyser, d'être early dessus, mais sans être, trop, trop early. Enfin, je pense que c'est vraiment un métier et enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr, c'est un métier. Vraiment félicitations, à toi tous les jours. Ça doit pas être facile. Par contre, tu dois avoir passé quand même des sacrées pépites et des sacrés produits où tu t'es dit, oh, ça doit être vraiment incroyable. Est-ce que c'est possible aussi que tu vois passer des super produits et en fait, tu sais qu'il est top le produit, mais vous ne pouvez pas rentrer dedans pour X raisons en interne? Mmh. Et est-ce que ça peut arriver que vous ayez vu passer des produits, vous vous êtes dit peut-être qu'il ne va pas fonctionner, on n'est pas assez certain pour pas y aller, on n'y va pas et quand même le produit explose? Ouais, alors, bien sûr, en général, les VC ont un anti-portfolio, c'est-à-dire, tous les deals qu'ils ont vus et auxquels ils ont dit, «On passe», et puis qui est devenu, un truc exceptionnel. Ah oui. Chez nous, en général, le non sur les projets crypto, ça va être, un problème, enfin, on sent pas l'équipe. Enfin, c'est un gros sujet, hein. Mmh. Parfois l'équipe Un est gros frein. pas ce qu'on pense dont on a besoin pour le projet. Un autre frein, ça va être, c'est quelque chose que je peux pas aller, défendre auprès de mes LP. Donc c'est-à-dire que donc quand tu prends de l'argent d'investisseurs, tu signes un tout un tas de documents qui donne ta thèse d'investissement, dans quoi tu vas investir, dans quoi tu vas pas investir. Et notamment, nous, dans les choses dans lesquelles on va pas investir, on peut pas investir dans, du gambling, on peut pas investir, dans, du porno, on peut pas investir, enfin dans un certain nombre de choses, enfin même, tout ce qui est alcool et tabac, on peut pas non plus. OK. Donc il y a des projets parfois qu'on voit passer où on se dit, «Waouh, c'est quand même un super business model, il y a un truc, excitant, mais ça rentre pas dans ces enfin, ça rentre dans ces cases-là et donc on peut pas le faire». Enfin, il y a une troisième chose, c'est, trop tôt. Comme je disais, parfois tu vois des super deals, au niveau pré-seed, tu dis: «Waouh!» ou au niveau seed, «Waouh, c'est un super deal, faudrait qu'on le fasse», mais nous, on investit vraiment sur toute la série A et un tout petit peu de seed et pas du tout de pré-seed. Et donc, tu dis: «Bah, j'aurais adoré rentrer, mais pas possible». Ou trop tard. Parfois, on arrive sur des trucs où on dit: «Waouh, j'adorerais rentrer, mais je peux pas rentrer sur une Mmh. valo à 250 000 par exemple. Ah, je comprends, je comprends. C'est vraiment intéressant et toute la période d'investissement, c'est-à-dire une fois que vous êtes rentré dans une startup, dans une société, heu, quelle est la collaboration que vous avez avec, le ou les cofondateurs de la startup? Ouais. C'est important d'avoir, bah, une relation, une collaboration permanente, je ne sais pas, vous faites des calls toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, justement pour que tu puisses voir, au cœur de la société ce qui se passe? Est-ce que parfois aussi, parce qu'on sait que ça peut arriver, est-ce que, toi en tant que VC parfois tu es membre du board aussi de la société? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça arrive souvent? Parce qu'on sait que voilà, pendant 10 ans, bah, c'est une relation permanente que vous devez avoir avec eux, aussi pour après pouvoir rendre des comptes aux LP. Donc, comment ça se passe pour cette partie-là? Ouais, donc en général, dans une boîte, on va demander à avoir une place au board. Donc ça, c'est la Ah oui, première relation. Donc, les boards, c'est, OK. trimestriel, donc, on a déjà une place, dans la gouvernance et donc, des points tous les 3 mois au moins. Après, on a 2 choses. On a la relation, partenaire, donc vraiment la personne qui lead le deal avec l'entrepreneur. On a aussi, et ça, c'est une question, j'en ai très fier, on a aussi tout ce qu'on appelle le startup success, qui est une équipe de 4 personnes chez nous, qui est OK. dédiée à accompagner les entrepreneurs, dans enfin les sociétés, dans leurs besoins de tous les jours.
surtout sur des questions finances, légales, HR, ressources humaines. Mais on fait aussi beaucoup de mise en relation avec les autres boîtes, avec les autres entrepreneurs du portefeuille. Donc, tu rentres en site série A, tu es un peu plus au début. On va te permettre aussi de te mettre en contact avec des entrepreneurs de boîtes qui sont peut-être. On a des boîtes qui sont allées jusqu'à l'IPO, comme Believe, et on va te mettre en contact avec les entrepreneurs qu'il faut quand tu as besoin. Donc, on a vraiment tout ce travail qui est fait par à la fois d'accompagnement direct et de mise en relation avec les entrepreneurs, qui est faite par le Startup Success, et qui est donc cette équipe de 4 personnes chez nous, qui est dédiée à aider les entrepreneurs au jour le jour. OK. Ouais, on voit vraiment qu'il y a un accompagnement global et vous les aidez à fond. Et du coup, une question par rapport à ça, vous accompagnez et vous financez des sociétés qui sont toutes basées en France? Ou si, par exemple, je suis une société, je sais pas, en Afrique et que j'ai un intérêt, pour Xange, est-ce que j'ai la possibilité de te contacter aussi? Ou, est-ce que non, c'est pas possible? Est-ce que c'est Ouais. seulement avec des sociétés européennes? Comment ça se passe? Alors, notre mandat d'investissement, quand je disais, on signe des mandats avec nos investisseurs, c'est d'investir en Europe de l'Ouest, Ah oui. notamment. Donc Europe, mais bon, Europe en général, on va dire. C'est étant dit, on peut investir dans des entrepreneurs européens en dehors d'Europe. Donc, tu es OK. français, tu as créé une boîte en dehors d'Europe, ta boîte est localisée en dehors d'Europe, on peut regarder. Parce qu'on a la notion de géographie, on a aussi la notion de entre guillemets francitude, on va dire, si t'es français, OK. ou germanitude, si t'es allemand, mais c'est ce que BPI aime appeler la French Tech. C'est, Ouais. on veut vous inscrire dans la France ou la French Tech, quoi. Et la French Tech, elle se passe pas que à Paris, elle se passe aussi à San Francisco, à Londres ou à Bamako, quoi. OK. Ah génial, c'est important parce qu'effectivement, au moins comme ça on voit, je sais pas si je suis un expatrié, origine, francophone, français ou Mmh. européen et puis que, je sais pas, j'habite par exemple à Hong Kong, je peux quand même, voilà Ouais. contacter Xange pour pouvoir, me faire, financer. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça doit pas être, ça doit pas arriver sur tous les VC. Luc, on arrive, gentiment, à la fin du podcast. Heu, Moi, j'ai encore plein de sujets, plein de questions, mais je sais que ton temps, il est précieux. Au pire, on fera un podcast dans 6 mois, dans 1 an, pour voir un petit peu encore qu'est-ce qui s'est passé Mmh. ces derniers temps. À la fin du podcast, on laisse toujours un mot de la fin à notre invité. Alors, le mot de la fin, ça peut être une petite phrase que tu aimes te dire, un mantra que tu utilises pour toi. Ça peut être un conseil pour les jeunes entrepreneurs qui arrivent dans l'écosystème du Web3 et qui cherchent justement à se faire financer, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que ça peut être revenir sur un sujet qu'on a traité, mais peut-être pas assez en profondeur? Un sujet qu'on n'a pas traité et que tu aimerais parler? Ta carte blanche, je dirais 1 minute, 10 minutes, c'est vraiment toi qui décides. Euh, on t'écoute. Ah bah, bon, la première chose, c'est aller dans le Web3, c'est super. Enfin, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'autres secteurs dans lesquels qui sont plus prometteurs aujourd'hui. Enfin, bien sûr, ce qui se passe dans l'IA, c'est fascinant, mais tu peux faire de l'IA aussi dans le Web3. L'idée du Web3 et de la crypto, c'est vraiment de créer un nouvel Internet, et ça, j'encourage vraiment tout le monde à venir construire. Pour ce qui est de l'investissement, je pense que là, c'est surtout une question de courage et de persistance. D'accord. C'est très difficile en fait de lever de l'argent. C'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup d'argent à déployer. Il y a aussi beaucoup de projets en face, il y a beaucoup de compétition. Et donc l'important pour vous, c'est d'être persistant, c'est de travailler vos relations, de rencontrer les gens tôt, et peut-être une chose aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font passer un mauvais message, je pense, sur ça, qui est ne négligez pas les analystes, les juniors chez nous. En fait, si vous, comme j'ai dit plus tôt, on a 3000 deals, ceux qu'on regarde le plus attentivement, c'est les 250 qui nous sont recommandés par quelqu'un. Donc, soit trouve quelqu'un pour me recommander un deal, soit parle avec un analyste et essaye de faire que lui me recommande ce deal. Si tu n'as pas de relation en commun avec moi qui va me permettre de m'atteindre, un analyste junior, c'est son boulot, il a le temps de te parler, et si tu arrives à le Trop cool. convaincre, il te fera l'intro. Donc vraiment,
Enfin, on entend très souvent, «Ah, c'est qu'un analyste, moi je parle qu'aux Ça sert à partenaires». rien. Ouais. C'est pas c'est si tu arrives à parler aux partenaires, bien sûr, c'est mieux parler aux partenaires directement, mais c'est pas la peine de t'évertuer à envoyer spam sur spam ou je sais pas. Hem, Passe plutôt du temps avec un analyste et convainc-le que, tu as un super projet et que le mec a envie de pousser le truc à fond, auprès de moi, la prochaine fois qu'il me voit. Ah. Parce que, l'analyste, il me voit, quasiment tous les jours. Mmh. OK. Bah, merci beaucoup. Au moins, on voit vraiment que ça permet d'avoir un fil conducteur du début jusqu'à la fin. Tu nous as expliqué vraiment comment Mmh. fonctionne, bah, comment toi tu fonctionnes, comment Mmh. tu travailles avec Xange, comment tu as travaillé avec Ariani. Enfin, c'est assez incroyable. Tu as un parcours encore formidable. Vraiment bravo Luc pour tout ce que tu fais. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. Comme je l'ai dit juste avant, on aurait pu encore parler pendant des heures. Mais bon, faut qu'on te laisse, donc pas de souci. En tout cas, vraiment force à toi pour le futur. Et puis encore une fois, vraiment bravo pour tout ce que tu fais. Super, bah, merci beaucoup. À très À bientôt. bientôt.